La politique sur France Info, chaque matin à 8h30 avec Marcelo Vesfred du Figaro. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et notre invitée Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Une voiture a donc foncé sur des militaires hier à Levallois-Perret, des militaires de l'opération Sentinelle. Clémentine Autain, faut-il maintenir cette opération Sentinelle ? D'abord, ce matin, je voudrais dire que je suis contente de savoir que la santé des 6 militaires qui ont été blessés, nous avons quelques nouvelles et elles sont bonnes, c'est important. Et par ailleurs, en effet, cet événement nous rappelle que cette opération n'est peut-être pas la plus opportune. Donc je pense que le moment est venu de faire un bilan de l'opération Sentinelle parce que souvent... Qu'est-ce qu'il faut changer alors ? Déjà, on se rend compte que la plupart des interventions que font ces militaires visent à se protéger soi-même. Ce qui est quand même un peu étrange. Ils sont là pour protéger la population. Et donc moi, j'entends les cris d'alerte un peu des familles et des militaires eux-mêmes, des personnes aussi qui ne vont pas jusqu'au bout de leur contrat. Et donc l'efficacité même du dispositif est posée. Donc je crois que, notamment à la rentrée, puisque nous aurons un débat important sur l'entrée dans le droit commun de mesures liées à l'état d'urgence, et ça en fera partie, puisque l'opération a été lancée à l'occasion des premiers actes terroristes en France. Donc je crois que le moment est venu de faire un bilan et de se poser la question de l'opportunité. Mais on fait évoluer les modalités de Oui, est-ce que ce sont les Sentinelle militaires qui sont les mieux à même tout simplement d'occuper les fonctions qui leur sont aujourd'hui dédiées et qui bougent d'ailleurs, puisque on leur demande maintenant aussi de s'occuper des migrants à certains endroits. Donc je crois que tout ça n'est pas très cohérent et qu'on a besoin en effet de se poser, de faire un bilan et aussi de répondre plus profondément. On a eu, pardonnez-moi de ce lien, mais je le fais profondément, si j'ose dire. Nous avons hier adopté la loi, enfin pas nous, la France Insoumise s'est abstenue, mais a été adoptée une loi de moralisation de la vie publique, dont j'estime qu'elle est de la poudre de perlimpinpin. Mais elle est notamment de la poudre de perlimpinpin parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui entre des forces de l'ordre et la population en général, alors c'est là le cas d'une personne isolée tout n'est pas très clair sur le profil et les motivations de la personne qui a attaqué, mais ce dont on parle aussi, c'est de la façon dont ces personnes sont régulièrement insultées, agressées. Donc il y a la défiance, la défiance à l'égard des politiques, mais à l'égard aussi des institutions. Donc je pense que nous avons dans notre pays un vrai problème démocratique et qui rejaillit sur des personnels qui incarnent quelque part l'autorité publique. Et Clémentine Autain, Gérard Collomb, lui, le ministre de l'Intérieur, estime que cette nouvelle attaque d'hier montre une fois de plus que la sécurité reste la priorité. Lorsque nous présentons des projets de loi pour pouvoir garantir nos concitoyens contre les actes d'insécurité ou de terrorisme, on voit par ces faits-là qu'ils sont pleinement justifiés. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur ? Qu'est-ce qui est pleinement justifié ? Le fait de faire de la sécurité une priorité. Écoutez, protéger nos concitoyennes et nos concitoyens me paraît et que son évidemment projet de loi aussi, important. Le projet de loi qui vise à inscrire je vous assure que quand nous aurons le débat à la rentrée, vous allez voir. Quelle est votre position d'ailleurs sur le fait déjà, il faudrait justement... qu'on le lise, mais tout ça, il faudrait qu'on ait le projet de loi en tant que tel. Mais le projet de loi a déjà été présenté et discuté au Sénat, donc vous en connaissez les principales indications. Attendez, quand on aura à la rentrée le débat, ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe y sera opposé, fortement. Opposé ? Ah oui. Assignation à résidence, les perquisitions facilitées, ça vous paraît pas des bonnes mesures ? Non, ça ne me paraît pas des bonnes mesures. Là encore, la question de l'efficacité sera discutée. Mais surtout, si l'on pense qu'on va lutter contre le projet terroriste en laminant les fondements même de notre droit et donc de notre démocratie, nous ne sommes pas d'accord, mais vous verrez que nous ne serons pas les seuls. Qu'est-ce qu'on fait alors ? En une semaine, il y a eu une tentative d'attaque à la Tour Eiffel et un attentat, une agression hier. Et pourtant, l'état d'urgence est en vigueur. Mais il est dissuasif. Est-ce qu'on ne Alors, comptabilise pas tous les projets déjoués ? Je vous renvoie la question. Précisément, je vous renvoie la question. L'état d'urgence est aujourd'hui en vigueur et pourtant, il y a des attaques. Et quelles sont les propositions de la France Insoumise ? Je vous demande jusqu'où on va dans ce cas-là. Donc, l'efficacité n'est pas de mise, puisque les attaques peuvent avoir lieu même avec les mesures d'état d'urgence. Et dans le même temps, on va laminer les fondements de notre démocratie. Et donc, vous seriez au gouvernement, vous feriez quoi ? D'abord, je pense il faudrait répondre à la question qui nous est posée, comment on lutte contre le terrorisme international aujourd'hui. Ça suppose une stratégie politique
à l'échelle internationale pour combattre Daesh. Il faut quand même se dire les choses sérieusement. Par ailleurs, il faut investir dans le renseignement. Toutes les personnes qui travaillent sérieusement sur la question vous le disent. Il faut remonter les filières, il faut de l'humain pour permettre de démanteler les réseaux, bien entendu. Bien entendu, il faut le faire. Et après, malheureusement, il faut se dire aussi les choses. Quand vous avez, comme ça s'est passé à Nice, une personne qui n'est même pas dans les réseaux et qui tout seul décide de faire n'importe quoi, alors évidemment, il faut qu'on ait nos systèmes de sécurité de droit commun qui fonctionnent au mieux. Donc, il faut aussi des moyens pour le faire, pour bien se protéger. Mais je ne crois pas que bousculer les normes juridiques en vigueur dans notre pays vont permettre de lutter contre Daesh. Je ne le crois absolument pas. Et vous verrez qu'à la rentrée, c'est pour ça que je vous disais ça, bien sûr, le projet, la nature du projet, et vous avez raison, pardonnez-moi, de redire que nous en avons les grandes lignes, mais j'attends le débat, c'est ça que je voulais vous dire, j'attends le débat, parce que, y compris parmi les députés En Marche, vous verrez que certains seront inquiets des mesures qui risquent d'être prises par ce gouvernement, qui vise à transférer ce qui doit relever de l'état d'urgence, et l'état d'urgence, normalement, doit durer quelques temps. On vous sent dans une opposition systématique. Regardez, hier, Absolument sur la pas. moralisation de la vie publique. Nous nous sommes abstenus. Vous êtes abstenus alors qu'il y a des mesures que vous soutenez. La suppression de la réserve parlementaire, le fait que les lobbies ne puissent pas financer des collaborateurs de parlementaires. Pourquoi, de temps en temps, vous ne pouvez pas dire ça, c'est bien? Nous avons voté les amendements et les articles qui permettaient de faire avancer un certain nombre de questions. Donc, ce que vous citez, les emplois familiaux pour les parlementaires, son interdiction, nous l'avons voté. Nous avons voté un certain nombre de choses. Mais on dit Qu'est-ce qui vous gêne alors? Ce qui nous gêne, c'est que cette loi ne va pas permettre de répondre à la question posée, qui est celle de la défiance massive à l'égard de la politique et des institutions. C'est pourquoi je parlais de poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que si vous pensez qu'en ciblant les parlementaires et en ne prenant aucune mesure sur l'exécutif, sur la place de la finance, son poids dans la démocratie, c'est-à-dire les décisions qui relèvent de l'espace public, la concentration dans les médias, le verrou de Bercy, rendez-vous compte, on fait une loi de moralisation, et même notre amendement qui consiste à dire qu'un ministre de l'économie ne doit pas, lui, décider de quels sont les dossiers qui sont transmis au parquet pour de l'évasion fiscale, pour de la fraude fiscale. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a une justice à deux vitesses. Et donc, nous sommes abstenus parce que c'est notre façon de dire que nous sommes mécontents, y compris sur la méthode. Je veux dire, le faire au mois de juillet, août, alors qu'il s'agit d'impliquer davantage les citoyens, normalement, dans cet état d'esprit de confiance. Tout ce qu'on a déposé en amendement pour faire en sorte qu'on ait des référendums d'initiative populaire, rien, merci, au revoir. Tout ce qui relevait d'une façon de mieux faire vivre la démocratie a été rejeté par cette majorité. Clémentine Autain, on va avoir l'occasion de continuer cette interview sur le bilan des 3 premiers mois du quinquennat. Ce sera juste après l'info sur France Info avec Léo Chapuis. Il est 8h41. Et d'abord, les félicitations d'Emmanuel Macron aux forces de l'ordre. Le chef de l'État salue la très rapide arrestation hier de l'homme qui a foncé sur des militaires à Levallois-Perret en région parisienne. C'est un Algérien de 36 ans. On ignore pour le moment ses motivations. On sait en revanche qu'il n'était pas fiché S, aucun signe a priori de radicalisation. Cet homme a été blessé lors de son interpellation hier sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais. Il est toujours ce matin à l'hôpital. L'escalade se poursuit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Après les propos guerriers de Donald Trump, le régime communiste de Pyongyang fait dans la surenchère. La Corée du Nord, qui développe, vous le savez, son arsenal nucléaire, réitère ses menaces d'envoyer des missiles près d'une base américaine dans l'océan Pacifique. Et puis la grosse frustration pour Christophe Lemaître aux mondiaux d'athlétisme. Le Français ne disputera pas la finale du 200 mètres, éliminé pour seulement 2 centièmes de seconde. En revanche, ça passe pour Quentin Bigot qui se qualifie lui pour la finale du marteau. France Info. Clémentine Autain, toujours invitée du 8h30 politique de France Info. Vous êtes députée de la France Insoumise. La session parlementaire s'est terminée hier et la rentrée s'annonce déjà chargée avec notamment la réforme du Code du travail. Il y a déjà des manifestations prévues. La contestation le 12 et le 23 septembre. Voilà, 2 manifestations. La contestation qui nous écoutent sera donc dans la rue pour cette loi.
Bien sûr, il faut continuer. Vous savez que nous n'avons voté que sur le périmètre sur lequel le gouvernement va intervenir par ordonnance. C'est une méthode qui n'est absolument pas démocratique. Et je veux rappeler que dans toutes les enquêtes d'opinion, une majorité de Français s'exprime en défaveur d'une nouvelle loi de type loi El Khomri. Or, celle que pourrait prendre le gouvernement est très dangereuse. Elle va flexibiliser, précariser plus encore le droit du travail. C'est une entreprise de destruction de ce que nous avons conquis par un siècle de luxe social. Et donc, il est important maintenant de descendre dans la rue, de faire en sorte que cette mobilisation soit une mobilisation populaire contre une méthode et contre une casse, encore une fois, du droit du travail. Le contenu des ordonnances, là, vous appelez à voter, à descendre dans la rue avant même de savoir ce que le gouvernement va proposer. D'abord, on en a quand même quelques indications. Puisque le sens a été exprimé dans l'Assemblée, par les ministres, dans la presse. J'ai appris par exemple la semaine dernière dans Le Monde que ce qui était imaginé, c'était que la forme du CDD pourrait être décidée dans les branches, dans les entreprises et non pas à l'échelle de la loi. Donc le principe même de l'inversion des normes, vous le savez, la hiérarchie des normes. C'est en discussion avec les syndicats à l'heure actuelle. Il y a encore, bien sûr, des discussions, mais se mobiliser, c'est aussi une façon de peser sur l'issue. Vous voulez qu'on attende que tout soit terminé, puis qu'on dise « Ah bah mince, dommage, et puis maintenant on se mobilise ». Non, pour ça que il faut se mobiliser d'emblée parce que nous savons quel est l'état d'esprit qui préside, libérer les énergies, coût du travail, tout ce qu'on a entendu comme formule absolument édifiante de libéralisme dogmatique. Et ces politiques, elles sont menées depuis 30 voire 40 ans en Europe, partout en Europe, et c'est ce chemin que nous contestons parce qu'il ne permet pas d'améliorer nos vies et il ne permet pas de résorber le chômage de masse, si c'est à le transformer en travailleurs pauvres. Et c'est pour ça que des militants de la France Insoumise organisent une caravane cet été dans plusieurs villes de France, et pour galvaniser les troupes pour la rentrée. D'abord, c'est un vrai travail d'éducation populaire. Ces caravanes vont permettre justement d'expliquer les enjeux de cette loi. Vous n'êtes pas les seuls à le faire, tous les partis le font quasiment. Il y en a plein qui vont se balader sur les plages et tout. Ah bon, vous avez eu beaucoup de caravanes qui expliquent ce qu'il y a dans la loi C'est pas révolutionnaire comme idée. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est révolutionnaire, je suis en train de vous dire qu'il s'agit d'expliquer ce qu'il y a dans la loi travail. Est-ce que vous voyez d'autres caravanes cet été qui font ce travail-là? Je ne crois pas. Il y a quelques marcheurs, mais je vais faire un peu de mauvais esprit. Qui expliquent ce qu'il y a dans la loi travail. Je vais faire un peu de mauvais esprit. On vous a beaucoup entendu la France Insoumise dire c'est pas possible de siéger pendant les vacances, on a besoin de vacances, etc. Et en même temps, vous allez envoyer des caravanes, elles sont passées à Amiens, elles sont passées dans pas mal de villes, pour aller voir les Français, etc. Et continuer à mobiliser pendant la période estivale. C'est un peu contradictoire. Je ne vois pas de contradiction entre les deux. On peut continuer, même en vacances d'abord, on peut aller discuter avec des militants qui présentent la loi travail et qui nous sensibilisent. Donc il n'y a pas de contradiction. Les Français ont peut-être besoin un peu de souffler aussi. Peut-être qu'ils ont eu assez de politique et une petite pause, ça ne leur ferait pas du bien. Vous vous rendez compte, ils ont eu assez de politique. Il y en a eu beaucoup cette année quand même. Oui, il y a eu beaucoup de politique. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de politique et qu'il y a besoin de relâchement. Mais alors, c'est d'abord au gouvernement qu'il faut s'adresser parce que qu'il adopte, pas simplement qu'il sensibilise ou qu'il parle ou que le débat public continue, ça c'est bien normal, même pendant les vacances, il reste du débat public, mais qu'il adopte par ordonnance les ordonnances sur le travail, puis ensuite une loi de moralisation en plein mois de juillet, et hier je disais mois de juillet, mais maintenant on a terminé quand même le 9 août, je pense que ce n'est pas très sérieux vis-à-vis des Français s'il s'agit en plus de recommencer en octobre. On aurait pu démarrer plus tôt en septembre et faire un travail correct avec des députés moins fatigués et avec plus de temps pour aller au fond des questions. Sur le verrou de Bercy, je pense qu'avec un peu plus de temps en commission, on aurait peut-être convaincu davantage de parlementaires. Clémentine Autain, j'aimerais qu'on parle maintenant du Venezuela avec Nicolas Maduro. Vous le savez, qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale. On a eu une déclaration de l'ONU et de 12 pays d'Amérique, avec notamment le Canada, le Brésil, l'Argentine, qui lui reprochent sa façon d'agir, qui dénoncent une dictature et qui soutiennent au contraire l'opposition en soutenant le Parlement. Je voudrais qu'on réécoute ce que nous a dit hier à votre place la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. C'est une situation très préoccupante. Il y a un usage complètement disproportionné de la force. Il y a une absence de dialogue. Il y a aujourd'hui une assemblée constituante qui n'est reconnue par personne. Et il y a un risque de guerre civile, très clairement. C'est quand même un désastre, ce pays. C'est un pays qui est potentiellement extrêmement riche, qui a des réserves de pétrole considérables, qui a fait des choix économiques, politiques, qui sont tous plus désastreux les uns que les autres. C'est un désastre, le Venezuela ? C'est une situation préoccupante. Mais vous voyez, quand j'écoute la ministre...
je me dis que décidément on a raison dans notre famille politique d'être en colère sur la façon dont est présentée aujourd'hui en France la situation au Venezuela. Parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un méchant dictateur. Je veux juste rappeler... C'est pas une dictature pour vous? C'est pas une dictature? Si je peux terminer mon développement et après je réponds à votre question. Mais Nicolas, le scénario qu'on nous propose est celui qui consiste à dire il y a un méchant dictateur, et donc je rappelle que Maduro a été élu en 2013 par un suffrage démocratique qui n'a pas été reconnu par l'opposition, qui a contesté cette élection, et en face on aurait des gentils opposants épris de liberté et qui veulent juste que le pays aille mieux. C'est pas tout à fait la situation. Et si elle dénonce la violence, il faut aussi dénoncer la façon dont l'opposition qui est aujourd'hui dans le leadership, parce que l'opposition, elle est diverse et variée, mais celle qui a pris le leadership est une droite extrême, qui elle aussi fait usage de la force. L'une des figures de la dissidence aujourd'hui, c'est l'ancien procureur Luis Ortega, qui était une figure, y compris soutien de Maduro. Alors, cette façon en permanence de dire, ne défends pas, je vais vous dire l'opposition est une opposition seulement d'extrême droite ou de droite, est-ce que vous n'êtes pas dans la caricature, voire dans le déni? Je vous assure, c'est vous qui êtes dans la caricature. Moi, je ne défends pas l'attitude actuelle de Maduro. Mais je dis juste que... Vos collègues de la France Insoumise la défendent. Non, je ne défends pas l'attitude. Je vois bien les dérives, je vois bien la fuite en avant de Maduro. Le problème, c'est que on ne peut pas dire les choix économiques sans se rendre compte de ce que signifie pour le Venezuela un baril qui passe de $130 à $40 le baril. L'effet sur l'économie, alors après on peut critiquer les choix économiques, mais enfin, il y a un fait international qui s'abat. Par ailleurs, quand j'entends, et personne ne l'a relayé ici, le patron de la CIA qui dit ouvertement dans une interview qui circule sur les réseaux sociaux que la CIA s'occupe de faire tomber Maduro, je veux dire que l'impérialisme américain, les forces qui défendent un système capitaliste, se sont aussi opposées à des expériences, et pas simplement pour Maduro, Cuba, on en a eu une expérience pendant longtemps, d'expériences qui ont tenté de partager les richesses et de développer un autre modèle que celui qui s'impose à l'échelle planétaire de globalisation néolibérale. Comme unique ressource, c'est ça le problème aussi au Venezuela. Je dis juste que ce point n'intéresse pas aujourd'hui ceux qui commentent la situation du Venezuela, qui est tout simplement accaparé à des fins de politique intérieure. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe du peuple vénézuélien, de son intérêt, de ce qu'il revendique, de ce qui aussi est débattu dans la majorité de Maduro, parce que ne croyez pas que les décisions prises par Maduro ne sont pas aussi parfois contestées par des chavistes, par des groupes de gauche. Et cette complexité de la situation n'est pas prise en considération par les chiens de garde français, je le dis comme je le pense, qui nous présentent une situation qui ne me semble pas cohérente avec la réalité du pays. Merci beaucoup Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, invitée de l'émission politique de France Info, et merci à vous Marcelo Vesfred du Figaro. On se retrouve demain.